En 1865, un pasteur du nom de Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll, publia, 3 ans après une sortie avec les jeunes sœurs Lindell, Alice au pays des merveilles, un roman qui deviendra une référence dans la littérature jeunesse. Dire que les aventures de la jeune Alice a eu une influence sur tout un pan de la littérature est un euphémisme. Son empreinte dépasse même largement ce cadre, puisqu'à ce jour, le cinéma, la musique et la sphère vidéoludique se sont emparés du conte pour l'adapter ou, à défaut, le remanier, car, il faut bien l'avouer, Alice au pays des merveilles possède cette qualité qu'il est possible d'en tirer beaucoup d'interprétations possibles. Pour résumer brièvement, par une belle après-midi d'été, Alice s'ennuie fermement à feuilleter un livre sans images, puisqu'après tout, comme elle le dit si bien, à quoi bon un livre sans images ni dialogue ? C'est alors qu'un lapin blanc fait son apparition, et celui-ci a visiblement l'air d'être en retard, à tel point qu'il file après avoir jeté un dernier coup d'œil à sa montre gousset. Oui, vous avez bien entendu, un lapin avec une montre. Comble de l'élégance. Intriguée, Alice décide de le suivre, mais elle finit par chuter dans un trou situé dans son terrier. Après une interminable chute, Alice se retrouve dans un monde étrange où toute logique semble s'être envolée. Elle sera confrontée aux étranges personnages qui peuplent donc le pays des merveilles et devra trouver une solution pour regagner le monde d'en haut. C'est donc dans un monde complètement sans dessus-dessous qu'Alice a terminé sa course. Personnellement, c'est précisément cette perte de repère qui fait que j'apprécie autant ce roman. Se retrouver confronté à cet absurde, ce bizarre, qui, à défaut d'étonner Alice, ne la déconcerte pas le moins du monde. Le pays des merveilles défie toute logique, et donc défie notre logique. Étant une personne assez terre-à-terre mais possédant paradoxalement une imagination débordante, j'avoue que cette situation me terrifie. La logique est ce qui me permet de faire fonctionner le monde dans lequel j'évolue, de le comprendre et d'interagir avec lui afin que mes réflexions rebondissent sur les problèmes qui en surgissent, afin que je puisse trouver une solution adéquate pour les résoudre. Mais au pays des merveilles, tout ça n'est qu'une illusion. Les apparences sont trompeuses, et Alice devra affronter des situations ubuesques pour parvenir à se dépêtrer de certains personnages aussi énigmatiques qu'inquiétants. Car oui, ce monde est inquiétant, de par son fonctionnement déjà, mais aussi de par les protagonistes qui le peuplent. Une reine prête à couper la tête à tout ce qui bouge, un chapelier à moitié toqué, pour ne pas dire complètement, ou encore un œuf perché sur un mur pour ne citer que. Chaque interaction est une étrangeté sans nom, et on ne sait jamais où ces dialogues vont mener la pauvre Alice, ni comment elle va arriver à se sortir de ce mauvais pas. La situation va vite devenir anxiogène, bien qu'elle ne soit pas véritablement dangereuse pour Alice. Et si je parle de danger, c'est que j'y reviendrai dans la seconde partie de cette chronique. Quoi qu'il en soit, les métaphores de ce livre, elles, me fascinent. Que ce soit le rapport à l'enfance, du passage à l'âge adulte, de la façon de voir les choses, tout ici donne matière à réflexion. Cette manière qu'a eu Carroll d'amener sa vision des choses et des gens qui l'entouraient de cette façon, si poétique et acerbe, est admirable, et toute son intelligence et tout son talent se matérialisent littéralement dans son écriture. Vous noterez que je n'ai jamais utilisé le mot folie, car à mon sens, il serait erroné. En effet, la logique du pays des merveilles a son fonctionnement propre, une logique qui nous échappe, la majeure partie du temps, certes, mais pour les habitants, il est tout à fait logique, si je puis dire. Il n'y a donc rien de fou d'un point de vue purement sociétal, et leurs comportements et leurs actions sont donc tout à fait normales. Et puis au fond, qu'est-ce que la folie, hormis une divergence de point de vue dans le cas présent ? Je pourrais vous parler des heures d'Alice au pays des merveilles, mais pour aujourd'hui, là n'est pas le sujet, ou du moins pas complètement. Vous trouverez sur le net beaucoup de choses en rapport avec le livre, et comme je le disais plus haut au début de cette chronique, les sujets concernant Alice sont vraiment très nombreux et je vous invite à vous perdre dans les méandres abyssaux des analyses que vous pourrez découvrir au fil de vos recherches. Faites-le, vraiment, vous n'en apprécierez que plus les prochaines lectures de ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise. Mais la Alice dont j'aimerais vous parler maintenant n'est pas tout à fait du même genre que celle de Carroll, loin de là. Les cheveux longs, raides et noirs, armée d'un couteau et d'un tablier taché de sang, la Alice d'American McGee's semble plus gothique,
et elle sera accompagnée du chat du Cheshire, disons un peu plus squelettique. Sorti en 2000, le jeu est développé par Rogue Entertainment, édité par Electronic Arts et porte le nom de son concepteur, American James McGee. Pour parler un peu de lui, il est important de dire qu'il a commencé sa carrière dans le monde du jeu vidéo et, plus particulièrement, dans la partie développement, ainsi que de la programmation. Il travailla sur des jeux FPS, aussi mythiques que Doom et Quake. Il intégra ensuite les rangs d'Electronic Arts, studio où il sortira son premier jeu, American McGee's Alice. Après sa conception, il partira fonder de son côté sa propre société de maison de production, Mauretania Import-Export Company. Tout commence sur une cinématique. Alice dort tranquillement dans son lit quand un incendie causé par le chat met le feu à sa maison. Alice perd ses parents, brûlés vifs dans l'incident qui a tout dévasté, y compris sa vie de jeune fille. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique avec pour seul compagnon son lapin en peluche. Durant ces années d'internement, elle va se réfugier dans un monde imaginaire, le pays des merveilles, que son mental a quelque peu remodelé. En effet, il s'est transformé en véritable cauchemar où le danger guette à chaque recoin. Comme dans le conte original, la furieuse Reine Rouge y fait régner la terreur et envoie les gardes à ses trousses. Et c'est toujours guidé par le chat du Cheshire qu'elle devra traverser cet enfer avec pour seule arme des jouets devenus létals. Inutile de dire que l'histoire que nous raconte McGee est à milieu de celle que nous présentait Carole. Là où le monde du pasteur se voulait étrange et bizarre, ici, tout n'est qu'horreur et dégoût. Les personnages sont mutilés, pervers, dangereux, et Alice ne vaut pas mieux qu'eux à vrai dire, car c'est muni d'un couteau de cuisine qu'elle devra partir à l'assaut de la forteresse de la reine. C'est aidé par un petit arsenal d'une dizaine d'armes assez originales, disons-le, que le joueur devra atteindre le sommet de la colline. Et c'est entre autres avec des cartes à jouer, un maillet de cricket ou des dés diaboliques qu'il aura le choix de la mort de ses opposants. Beaucoup ne seront pas utilisées, car pas vraiment pratiques, mais elles ont au moins le mérite d'exister. Car oui, American McGee's Alice n'est pas un jeu facile. Non pas que la difficulté soit élevée, non, pas du tout, mais son gameplay et sa maniabilité en font un véritable casse-tête parfois. Le jeu fait partie de cette catégorie d'action-aventure qui mélange plusieurs phases de jeu. Nous avons donc du combat, de la plateforme, beaucoup, de l'exploration, un peu, et la difficulté réside dans un premier temps dans le fait de faire des combats fluides et corrects sans prendre trop de dommages, et dans un second temps de faire des sauts corrects sur les phases de plateforme en jouant avec une latence de la mort qui tue, donc autant dire, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'enfer assuré. Car je rappelle pour ceux et celles qui l'auraient oublié, tout ça compose 90% du jeu. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des joueurs d'ailleurs, je ne joue pas à ce titre pour le gameplay. Pour tout vous dire, il possède d'autres atouts majeurs. L'un des éléments centraux de cet American McGee's Alice est sans conteste le pays des merveilles qui, avouons-le, a été métamorphosé par le créateur du jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est à l'image de ses protagonistes qui le peuplent. Mornes, tristes, gris, les paysages que le joueur traverse a été mis à l'unisson avec ce que peut ressentir Alice, c'est-à-dire de la détresse, de la peur et de la colère. Ici, toute couleur a disparu, sans doute effacée par le désespoir. La seule que vous pourrez trouver dans ce pays des merveilles est le rouge. Le rouge qui tapisse les murs, celui du sang des ennemis agonisants qui ont été exécutés par Alice. Pour le reste, du gris, du noir, du marron, à perte de vue. Bienvenue dans la dépression d'Alice, qui est en fait le thème principal de ce jeu. McGee a pour le moins su peindre une sorte de tableau d'une noirceur abyssale, mais non dénué d'un humour sale et cynique. Le tableau donc d'une folie provoquée non seulement par les mauvais soins d'un docteur sadique, mais aussi par la perte tragique de ces êtres qui lui étaient chers. Je n'ose même pas imaginer ce sentiment, cette détresse, et j'entends encore les cris de ses parents résonner dans ma tête, et cette petite fille allongée sur le sol, regardant sa maison brûler et sombrant, chutant à l'intérieur d'elle-même. Sous son côté gothique clairement affiché, American McGee's traite d'un sujet dur, et il n'est pas là seulement pour contenter les amateurs et les amatrices de gore et de malsain. Non,
La vision du jeu est en fait purement et simplement la vision qu'Alice se fait de la vie. Une vision faussée de la réalité par une maladie mentale. Tout est disproportionné. Les perspectives sont biaisées avec ces bâtiments aux perspectives biscornues et aux angles impossibles. Les habitants sont malades, morts à l'intérieur. Rien ne respire plus la vie. Ils sont tous prisonniers de cette tristesse sans nom. Voilà le vrai visage de la dépression selon McGee. Et le joueur se doit d'aider Alice à remonter à la surface. Elle doit affronter ses démons, cette reine rouge, allégorie de cet esprit en souffrance. D'ailleurs, je pense clairement que nous avons affaire à la créature la plus hideuse de ce monde des merveilles. Son apparence, sa façon de parler, tout dans ce boss final qui est la reine, transpire le malaise. Et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que ce cauchemar prenne fin. Le temps est maintenant venu de parler du réel point fort du jeu, sa bande-son. La lourde tâche d'accompagner ces décors fantasmés par la musique a été confiée à Chris Vrenna. Musicien de talent, il a entre autres été batteur pour Marilyn Manson et Nine Inch Nails. Il a aussi beaucoup composé pour des jeux comme par exemple Call of Duty, Doom 3, Quake 4, Sonic et les 2 volets d'Alice. Autant dire un habitué du genre. C'est donc avec un certain talent qu'il aborde cette BO simplement magnifique et qui figure parmi mes préférés. Tout dans la musique de Vrenna transpire le chagrin, l'angoisse et la tension présente au pays des merveilles. Il a su parfaitement coller à l'ambiance mystérieuse de la forteresse des portes par exemple, ou à l'ambiance au 36e dessous de la mare des larmes. J'avoue que cette bande son est capable de me toucher en plein cœur, de me faire frissonner ou encore de m'emplir d'une mélancolie insondable. Vrenna utilise des sons et des sonorités vraiment particulières pour donner au jeu l'atmosphère qu'il mérite. Un soin tout particulier a été apporté à l'habillage sonore qui accompagne les musiques. En effet, un nombre infini de petits détails, de petits sons, ont été glissés ça et là pour rappeler à l'auditeur où il se trouve. Comme dans le jeu, nous traversons une quantité impressionnante de tableaux aux textures et paysages différents, mais toujours avec cette optique qui, comme le jeu nous le propose, est de faire voyager l'auditeur dans le cerveau malade d'Alice. Jamais, à mon sens, une OST de jeu vidéo n'a aussi bien collé au support qui l'accompagne. Nous sommes là à aider Alice à travers ces paysages désolés, chaperonnés par cette boîte à musique au son déformé et par ce tic-tac incessant nous rappelant le temps qui passe dangereusement, ou encore avec ces violons, tristes comme les pierres, qui soulignent la futilité des habitants à résister à la reine, ou encore à cette mélodie inquiétante de la forteresse des portes, monde sombrant dans un vortex sans fond. Pour parler un peu du scénario, je dois bien avouer que ce n'est pas terrible. Il est assez linéaire dans l'ensemble, et la seule variation vient des décors proposés qui, eux, sont nombreux. Étant donné que le jeu est assez long, il faut admettre que certaines longueurs viennent à se faire sentir. Des événements et des lieux totalement absents du livre ont été créés spécialement pour le jeu, même si beaucoup de points communs peuvent être trouvés. En revanche, même si le scénario est un peu pauvre, le doublage original, quant à lui, est simplement excellent. Et je ne peux que vous conseiller d'y jouer en anglais, car je dois bien avouer qu'après avoir entendu la voix française, je peux vous affirmer que c'est une réelle catastrophe et qu'elle vous gâcherait largement l'expérience de jeu. Au final, je vous crie mon amour pour ce jeu sans pour autant vous avoir dit pourquoi je l'aime autant. Eh bien déjà, je pense qu'il y a une grosse part de nostalgie. C'est donc totalement subjectivement que je vous en parle. Le jeu est sorti alors que j'étais adolescent et il m'a toujours suivi depuis. C'est pendant cette période que j'ai aussi construit ce que je suis, c'est-à-dire cet amateur de musique sombre, de glauque et de visions cauchemardesques. J'aimais et j'aime toujours les choses qui me bousculent. Et American McGee's Alice en fait partie. Le thème de l'aliénation mentale, du deuil, de cette vision pessimiste du monde, me touche car au final, même si tout est noir, Alice fait tout pour s'en sortir et essaye avant tout d'aller mieux en se battant contre tout, mais avant tout contre elle-même. Et c'était un peu ma façon de voir les choses à ce moment-là. Les Sisters of Mercy, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees et les Cure m'accompagnaient, et je pense que tout ça mélangé a contribué à vraiment apprécier les choses froides et hors normes. Je découvrais là un jeu comme je n'en avais jamais vu auparavant. Il matérialisait littéralement
tout ce que j'aimais, et il est vraiment difficile pour moi d'arriver à trouver les mots justes pour un sentiment aussi fort que ce que m'a procuré ce jeu, car c'est carrément un pan de ma vie qui se construisait à ce moment-là. Cette volonté d'aller à contre-courant de ce que pensaient les autres, de sortir d'un moule pour rentrer dans un autre au final, mais peu importe, j'y étais à ma place dans ce moule, à apprécier le morbide et à contempler la mort. Et même à l'heure actuelle, j'éprouve toujours cette fascination pour ces visions. Trouver le beau dans ce que beaucoup considèrent comme laid, trouver de la raison dans ce qui est irraisonné, et trouver un sens à ce qui n'en a pas. Et je pense que je serai comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ma fin. Oui, j'aime ce côté dark. Oui, j'aime ces éclaboussures sanguinolentes. Oui, j'aime ce côté revanchard qu'Alice a sur la vie. J'aime ce cynisme, mais j'aime surtout cette façon, sa façon de se battre, quel qu'en soit le prix, et elle l'a dit elle-même, elle a déjà accueilli la mort. Mais peu importe, seule compte le combat, et il y a fort à parier que si Alice n'avait pas essayé de se battre contre sa dépression, et qu'elle n'avait pas essayé de se frayer un chemin jusqu'à la lumière à grand renfort de couteau de cuisine, la reine de cœur régnerait encore sur son pays des merveilles.